on a une seconde table ronde de la matinée qui va donc nous amener un peu plus loin que nos habitudes françaises, avec un déjeuner donc un peu plus tardif que les habitudes que l'on peut avoir. Cette seconde table ronde de la matinée, qui est la deuxième de cette journée, est relative à la justice restaurative. Elle est dédiée à cette autre justice que l'on peut expérimenter, travailler, penser, réfléchir, construire pour le traitement des violences sexuelles. Et ce qui est assez satisfaisant, là il y a une certaine forme de satisfaction, c'est que les interventions de la première table ronde ont amené de manière assez naturelle la réflexion sur le terrain de cette forme de justice. Denis Salas a utilisé le terme peut-être alternative de la justice restaurative. Donc l'idée est ici de réfléchir avec un regard croisé franco-espagnol sur les apports de la justice restaurative, de réfléchir sur ces apports de la justice restaurative dans le traitement des violences sexuelles. D'abord, le professeur José Luis de la Cuesta, qui est professeur, ancien directeur pendant des années de l'Institut basque de criminologie, professeur de droit pénal international, de criminologie, et qui est à distance, et je le remercie beaucoup, malgré ces difficultés d'intervenir quand même aujourd'hui pour nous présenter la justice restaurative en Espagne, une sorte d'état des lieux de l'existant, puisque José Luis de la Cuesta et Isabel Germán ont écrit un ouvrage sur la justice restaurative en Espagne. Cette intervention sera suivie justement de manière très complémentaire, je crois, c'est comme ça qu'on l'a pensé en tout cas, de l'intervention d'Isabel Germán, qui est professeure et chercheuse à l'UPV également, sur la manière de construire la vérité dans les processus de justice restaurative, parce que là est sans doute toute la clé des apports de cette autre forme de justice dans le traitement des violences sexuelles. Donc c'est un travail au carrefour de la philosophie et du droit que Isabelle nous livrera. Et puis dans un troisième temps, elle est toute seule, mais je pense que ça ira très bien, pour présenter la justice restaurative en France. Sandrine Lefranc, donc, qui est directrice de recherche au CNRS et qui nous vient de Sciences Po Paris, qui va présenter l'expérience de la justice restaurative en France et particulièrement dans le cadre des violences sexuelles. Donc. José Luis. Ah oui, alors, et je tiens aussi oui, à souligner. Alors, attends, d'abord, je te remercie beaucoup d'être là, mais je te remercie aussi de faire ton intervention en français. Je tiens à remercier nos deux collègues espagnols de faire leur intervention en français pour qu'elle soit accessible à nous tous. Voilà. Donc, José Luis, je te laisse la parole. Je vais essayer de partager mon écran, évidemment. Ah oui. Ça va? Oui. Bon, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de pouvoir intervenir dans vos activités, comme toujours. Et bon, je remercie beaucoup Madame Topiak-Nouvelle de cette nouvelle intervention. Et je suis désolé de ne pas pouvoir le faire depuis la salle là à Bayonne, mais bon, j'espère qu'avec les systèmes qu'on est déjà habitué à utiliser, on pourra suivre l'intervention sans problème. Comme Madame Topiak a signalé, je vais faire une petite présentation sur l'état des lieux de la justice restaurative en Espagne, et ça permettra après à ma collègue Isabel Germán de pouvoir entrer dans les détails sans devoir répéter certains conseils plus généraux. Alors, la justice restaurative, vous le savez bien, et c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire justice qui, très souvent, on identifie beaucoup avec la médiation, mais qu'en principe,
embrasse beaucoup d'autres modalités des relations entre les victimes, les victimaires et la communauté, essayant de trouver des réponses ou des solutions ou des façons de gérer les conflits et les résultats dommageables qui ont été produits par l'infraction. De ce point de vue, on peut dire que la justice restaurative est un ensemble complexe de formes, des techniques et qui se présente aussi comme une sorte de mouvement mondial, un mouvement mondial de plus en plus accepté et couronné de succès dans beaucoup de pays dans le monde et partageant un ensemble de valeurs et de principes qui peuvent aider à guider le travail de toutes les personnes impliquées dans les domaines de la criminalité et de la justice pénale. Et c'est une façon de faire justice, j'insiste, ce n'est pas exactement une alternative à la justice. Je ne vais pas rentrer ici, mais c'est seulement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de modalités, beaucoup de méthodes, beaucoup de façons de refléter quels sont les efforts de la justice restaurative, mais en tout cas, la justice restaurative, ou le domaine naturel, si vous voulez, de la justice restaurative, se trouve là où l'approche des victimes, l'approche de la communauté et l'approche du délinquant, par conséquent, réparation de la victime, intervention et la satisfaction de la communauté et responsabilité du délinquant se croisent. Quelles sont les principales pratiques restauratives dans la justice pénale? Quand on parle de la justice restaurative ou des pratiques restauratives, on évoque on pourrait dire que la médiation apparaît comme une pratique fondamentale dans la justice pénale en tant que relation bilatérale entre la victime et le victimaire avec l'aide d'un facilitateur. À côté de la médiation, on trouve aussi les conférences et les cercles. Les conférences dans lesquelles le travail est plutôt en groupe, dans lesquelles la victime participe avec les victimaires, oui, mais avec aussi les familles ou les réseaux d'appui de la victime ou du victimaire, avec l'entourage social très proche et aussi avec l'aide d'un facilitateur. Quant au cercle, là, en dehors de la victime, victimaire et peut-être la famille, on va trouver des membres de la communauté. Il y a par exemple le membre de la police ou de l'agence du contrôle social, le personnel de l'administration de justice, et bon, ici la présence, la participation de la communauté est plus accentuée. En Espagne, le chemin vers la justice restaurative a été, si l'on veut, dominé par la médiation. On trouve beaucoup de modalités de médiation en dehors du système pénal. Il y a beaucoup de domaines juridiques dans lesquels les procédures de médiation sont déjà très développées. Mais en ce qui concerne la justice pénale, la situation n'est pas exactement la même. La médiation se présente comme un processus, une activité de résolution des conflits
va se baser sur le dialogue mené par les parties en vue d'une préparation réelle du dommage d'un point de vue personnel et social. Et une figure clé dans la médiation, c'est le médiateur, le professionnel, le tiers, qui va assister les parties à des différents par le dialogue, va proposer peut-être des solutions alternatives que les parties devront examiner, devront décider d'accepter ou de rejeter, parce que finalement, les personnes qui doivent arriver à un accord sont les personnes qualifiées de victimes et de victimaires. La médiation a trouvé un reflet très important dans la nouvelle justice pénale des mineurs. La justice pénale des mineurs a changé profondément en Espagne vers la dernière décade du siècle passé, parce que le système traditionnel qui était appliqué en Espagne était considéré contraire à la Constitution, et on a dû changer le système. Et depuis le premier moment qu'on a entamé une première réforme, la médiation est déjà apparue comme un élément qui devait avoir une grande présence en domaine de l'intervention concernant les mineurs délinquants. Et la réforme, la réforme complète du système a été menée à partir de l'année 2000, est entrée en vigueur en 2001, et on a établi en Espagne un système pénal des mineurs. Ça veut dire que les mineurs de 18 ans, mais étant majeurs de 14, peuvent être déclarés en Espagne comme des personnes pénalement responsables s'ils commettent des crimes ou des délits ou même des contraventions. Et le juge peut établir sa responsabilité suivant une procédure ordinaire plus accommodée aux caractéristiques des mineurs et comme conséquence des mesures qu'on n'appelle pas des peines, les réponses qu'on va imposer aux mineurs délinquants, mais des mesures peuvent être prononcées pour répondre à cette responsabilité qui a été déclarée par le juge pénal des mineurs. Bon, dans ce domaine, le système veut en tout cas éviter, tant que possible, les interventions punitivistes ou punitives à l'égard des mineurs, et en vue d'assurer ce principe, on établit une flexibilité au sein du droit pénal des mineurs que l'on ne connaît pas chez les adultes, et on établit aussi, on ouvre aussi des voies à la résolution des conflits en dehors ou à côté du système pénal lui-même. En tout cas, dans ce domaine de recherche de voies pour des réponses alternatives, la médiation prend une place relevante. L'équipe technique qui a été organisée auprès de la justice des mineurs doit examiner quand les faits ne sont pas très graves ou n'ont pas été accompagnés de la violence. Alors il peut initier une procédure ou il peut proposer l'initiation d'une procédure de médiation, que ce sera le procureur lui-même d'office ou à la demande de ce équipe technique qui devra le mettre en place. Le contenu de la médiation va principalement être adressé vers la réparation et la conciliation entre mineurs et victimes, et alors on essaye de trouver des actions en faveur de la victime, de la partie laissée ou de la communauté, ce qui permet d'éviter
et le prononcé d'une instruction. Et la justice pénale des mineurs dans les évaluations qu'on a fait signale un grand succès de cette pratique de médiation menée chez les mineurs, avec une partie importante des cas qui sont traités à travers ces modalités avec des résultats du point de vue de la récidive ou de la continuation dans la délinquance des mineurs très intéressant. Qu'est-ce qui arrive en droit pénal des adultes? En droit pénal des adultes, en Espagne, la médiation a été considérée depuis traditionnellement comme un corps étranger. On disait qu'il n'y avait pas un rôle à jouer dans ce système, comme le système pénal espagnol, le système procédural pénal espagnol, qui est inspiré par le principe de légalité, alors qu'il ne laisse pas d'espace, si vous voulez, à l'opportunité, à l'évaluation de l'opportunité de poursuite. C'est vrai que le principe du système espagnol se caractérise par cette légalité et absence de critères d'opportunité, mais c'est vrai aussi, et depuis longtemps, les auteurs l'ont signalé, et qu'au sein du code pénal, on trouve pas mal des éléments ou pas mal de domaines dans lesquels, même si la médiation n'est pas officiellement établie ou initiée, les résultats qui en découlent d'une médiation ayant été pratiquée peuvent avoir un poids important. Pensons au pardon de la partie offensée, aux tentatives, aux effets de la réparation ou de l'effort de réparation en termes de responsabilité pénale. À travers tous ces éléments, on a connu dans la pratique des efforts de médiation qui permettaient d'arriver à un résultat, à un accord qu'on amenait d'une façon ou autre, ou on essayait d'amener d'une façon ou autre au juge pour pouvoir appliquer ces circonstances ou ces éléments d'atténuation ou d'exception de la responsabilité. Et vraiment, c'est seulement à partir de 2015 qu'il a commencé à avoir une référence à la médiation dans les codes pénals. Cette référence qui existe encore et concerne la suspension conditionnelle de la peine, dans laquelle on peut établir comme condition d'observer, de respecter les accords qui ont été atteints à travers la médiation. Mais en dehors de ça, il y a des éléments dans lesquels les résultats de la médiation peuvent être utiles, mais il n'y a pas vraiment des procédures légalement établies pour faciliter ou pour permettre la médiation. Ceci étant, et en dehors ou autour du domaine pénal, on a médiation en domaine pénitentiaire et on a eu des expériences importantes en matière même du terrorisme, non seulement du terrorisme de l'ETA, mais aussi du terrorisme de l'extrême droite. On a eu ce qu'on appelait des rencontres restauratives qui permettent de faire voir comment l'expérience, même n'étant pas reconnue directement par la loi, a quand même un certain poids dans le système. À partir du statut de la victime du délit de l'année 2015, qui a introduit en Espagne la directive européenne, on a reconnu légalement l'existence des services de justice restaurative
Et dans le domaine de ces services de justice restaurative, on signale, on reconnaît que les pratiques des relations entre victimes et victimaires peuvent avoir une certaine limite. Mais il faut dire que jusqu'à cette date, l'année 2015, la seule référence normative à la médiation était pour introduire un veto de la médiation dans les affaires connues par les tribunaux de la violence à l'égard des femmes. Un veto qui a été accentué, prolongé en 2022 par la réforme du statut de la victime, concernant le cas aussi de violences sexuelles, même en droit pénal féminin. Alors, comme vous voyez, le panorama espagnol en matière de médiation est un panorama dans lequel la législation substantive ne reconnaît proprement pas un rôle à la médiation, même si dans la pratique, la médiation peut avoir un certain lieu. La législation en matière de victimes parle dans le service de justice restaurative de la possibilité d'accès aux services restauratifs qui doivent être d'une façon ou autre appuyés par les bureaux d'assistance aux victimes et dans lesquels, bien sûr, on va pouvoir avoir des rencontres entre les victimes et les victimaires, des rencontres toujours qui doivent être toujours consenties, libres et non par la victime et par l'auteur de l'infraction, un consentement qui peut être révoqué en tout moment. Ce sont des rencontres avec un facilitateur et qui doivent être caractérisées par la confidentialité. L'existence de cette nouvelle réglementation dans le statut de la victime s'est rencontrée avec des pratiques qui avaient été commencées à se développer en Espagne à travers de ce qu'on appelle des protocoles interinstitutionnels. Le pouvoir judiciaire en Espagne est géré par le Conseil général du pouvoir judiciaire et dans certaines communautés autonomes en Espagne dans lesquelles les juges ou certains juges étaient particulièrement motivés par la pensée restaurative, on est arrivé à établir certains accords pour permettre un certain encadrement de la justice restaurative dans le cadre du processus pénal. Le système qui est ces protocoles, parfois très divers, ont établi, c'est le modèle qu'on appelle habilitant, une possibilité ouverte à toute infraction, sauf celle dans laquelle la loi établit une interdiction de la pratique de la médiation. Alors, on va passer à l'intervention suivante qui va de toute façon compléter l'intervention du professeur de la Costa. Simplement, voilà, je pense qu'il y avait quelques éléments qui n'avaient pas encore été abordés, notamment sur la loi de Navarre, qui n'a pas la même constitution. Je ne sais pas si à un moment tu peux peut-être en parler. Alors, Isabelle, je te laisse la parole sur la question de la construction de la vérité dans le processus de justice restaurative, ce qui nous permettra peut-être un peu de critiquer ou de comprendre, l'intention de comprendre pourquoi l'Espagne rejette de principe les violences sexuelles. Pour la médiation. Voilà, pour la médiation. Je prends Bon, bonjour. Et tout d'abord, je vais
bien sûr remercier l'organisation de cette journée. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui, en partageant avec, bien sûr, les étudiants, mais surtout avec les experts que je connais par ces ouvrages. Oui. Alors, pour moi, c'est aussi un honneur d'être ici. Bon, tout d'abord, je vais m'excuser parce que quelquefois, il me manque le vocabulaire en français. Alors, bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, et pour contextualiser, alors je vais faire un petit schéma. Alors, je vais parler seulement quelques mots et par rapport qui disent la criminologie par rapport aux violences sexuelles. Après, je vais faire un petit parcours du système de justice pénale face aux violences sexuelles en Espagne. Et bien sûr, par rapport avec ça, et pour lier avec la justice restaurative, les problèmes d'injustice épistémique, je vais expliquer qu'est-ce que c'est ça, pour arriver jusqu'à la justice restaurative. Et bon, tout d'abord, Guillemine Topiac-Nouvelle, elle nous a parlé de chiffres. Ce sont des chiffres très impressionnants. Mais la criminologie nous montre que dans les délits, dans les violences sexuelles, il y a une très grande chiffre obscure, une chiffre noire. Et, les études montrent que seulement on peut connaître à peu près les 20% des délits commis par rapport aux violences sexuelles. C'est-à-dire, il se situe autour de 80% et la chiffre noire de la criminalité dans ces délits. Et l'une des principales causes de ces chiffres occultes, c'est le fait que les victimes ne portent pas plainte. Et pourquoi ils ne portent pas plainte? Alors, les raisons sont multiples. C'est là. La méfiance, bien sûr, à l'égard du système de justice pénale, signifie que la victime a le sentiment que sa plainte ne recevra pas une réponse satisfaisante. D'autres fois, les victimes peuvent penser que les faits ne sont pas si graves pour porter plainte. Mais on sait bien que quelquefois, elles-mêmes minimisent la sévérité des faits pour cet mécanisme de défense, pour assumer les faits. Aussi, elle a peur des conséquences de porter plainte. Bien sûr, on peut penser que la peur du délinquant. Mais aussi, par exemple, il y a d'autres cas, comme les personnes qui sont dans une situation administrative irrégulière, alors, qui ne peuvent, bien sûr, ils ne devront pas porter plainte. Il y a beaucoup d'exemples d'une grande vulnérabilité. Mais je pense que le plus évident, et c'est ce qu'on doit mettre en rapport parce que, avec ce que je vais raconter, c'est la perte d'une nouvelle victimisation secondaire dans les cadres, dans les contextes des systèmes de justice pénale. Alors, la victime doit faire face à un processus qui, normalement, lui est très inconnu et une source d'une grande inquiétude. Elle doit revivre les faits et plusieurs fois. On l'a dit ce matin, beaucoup de témoignages répétés devant la police, devant le juge, etc. Aussi, le temps d'attente pour le procès est long. Mais aussi, je vais parler du contexte judiciaire, avec la solennité et la dimension symbolique de l'effort procédural. Ça, c'est très important. Après, je vous montrerai quelques images d'une salle d'audience. Quelquefois, les interrogatoires
sont très agressives pour les victimes pendant le processus. Et bien sûr, il y a certaines attitudes qui provoquent le sentiment de ne pas être cru. C'est-à-dire ça, c'est une injustice épistémique. Et bien sûr, le résultat n'est pas toujours favorable pour la victime. Alors, je vais vous montrer comment est le scénario judiciaire d'autorité. Là, voilà, ce sont des salles d'audience qu'on a là. C'est là où je travaille quelquefois, pas toujours, mais quelquefois. Alors, c'est l'ancienne salle. C'est plus petite pour le public, et ça, c'est la salle plus moderne, mais la configuration de la salle, c'est très pareil. On peut voir là qu'il existe une barrière de séparation entre le tribunal et le public, les citoyens. Alors, les opérateurs juridiques, ils s'occupent d'une situation un peu plus élevée. Je ne sais pas si on peut voir là, c'est une situation un peu plus élevée. Le juge et magistrat, ils s'occupent d'une position centrale. Et après, les accusés, les témoins, y compris la victime aussi, bien sûr, se trouvent à l'intérieur des barrières, mais pas sur l'estrade. Quelquefois, sont plus en bas. Mais aussi le vêtement de juge. La voilà, c'est les toges noires, avec quelques symboles, les étoiles argentées, après dorées, avec plus d'expérience, le juge, le magistrat des cours suprêmes, etc. Et aussi pour les procureurs, c'est très pareil. Mais même les expressions linguistiques qu'on utilise dans une salle d'audience, par exemple, la façon de s'adresser au juge au tribunal, en espagnol, con la venia, su señoría, c'est très protocolaire, très, très respectueux. Et dans ce scénario, on a une métaphore sous-jacente des guerres. C'est la guerre dans ce scénario. C'est un litige, le principe d'égalité des armes, les moyens d'attaque et de défense, les positions qu'il faut défendre. C'est un scénario de guerre. Et c'est là, dans ce scénario, que la victime doit témoigner. Où la victime doit raconter tout ce qu'elle a vécu. Bien sûr, en Espagne, il y a quelques moyens de protection à la victime. Pour les mineurs, par exemple, de 14 ans, on a la préconstituée, c'est-à-dire on peut graver, graver une vidéo. Oui, enregistrer en vidéo les témoignages du mineur et après les reproduire dans la salle d'audience, bien sûr. Avant de commencer le processus, par exemple, dans notre bâtiment, on a la possibilité que la victime entre dans notre côté. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et pour attendre, on a dans notre bâtiment des salles différentes. Mais ce n'est pas toujours comme ça dans tous les bâtiments de toute l'Espagne, bien sûr. Mais pendant le processus, on peut par exemple recourir à un huis clos. On dit comme ça? Oui. Et peut-être pour tous les processus, mais par exemple au moment de la déclaration des témoignages de la victime. Alors, on a aussi la possibilité d'avoir d'autres mécanismes. Par exemple, on peut, la victime peut témoigner d'une autre salle à côté, par visio, mais bien sûr, on n'a pas dans tous les tribunaux ces mécanismes, alors quelquefois, on met comme ça un écran pour protéger la victime. Alors, la réalité nous montre qu'il y a des problèmes pour la crédibilité de la victime. Alors, la jurisprudence, on a défini 3 critères pour déterminer la crédibilité de la victime. C'est-à-dire l'absence d'incrédibilité subjective
ça se traduit quand bon, la victime, c'est une absence d'une motivation frauduleuse chez la victime. Une autre, c'est la vraisemblance. C'est-à-dire, on a besoin de quelques corroborations externes de ces témoignages. Ce sont peut-être des témoignages indirects ou des rapports des experts par rapport aux blessures ou les conséquences psychologiques et tout ça. Et aussi la persistance et la fermeture du témoignage. Mais là, c'est un problème. Parce que la réalité nous montre que ces critères, c'est très difficile de les savoir complètement là. Et là, on a la possibilité de commettre une situation d'injustice épistémique. Qu'est-ce que c'est une injustice épistémique? C'est une injustice liée à la connaissance. C'est-à-dire, on peut ne pas croire les victimes. Et ça, c'est un dommage très grave pour la victime. C'est là. Merci. Alors, on peut voir que dans la réalité, quelquefois, il y a aussi une manque de ressources d'interprétation de l'expérience de la victime. C'est un problème pas seulement au niveau individuel, mais au niveau structurel. On n'arrive pas à comprendre vraiment l'expérience de la victime. Je vais faire ici une parenthèse parce que je trouve très intéressant l'essai de justice narrative, le délit de viol. J'ai lu l'essai parfait pour décrire ça exactement. Alors, cette injustice épistémique dans les procédures judiciaires peut être aussi présente dans les processus de justice restaurative. Parce que, comme vient l'expliquer José Luis, on n'a pas le principe d'opportunité. Et c'est le juge qui va renvoyer une affaire à la justice restaurative. Alors, il faut maintenir la justice, pas seulement au moment de la justice des processus restauratifs, mais aussi dans les processus judiciaires formels. La justice restaurative, bien sûr, c'est, José Luis l'a expliqué déjà, là, c'est un processus volontaire. Et ça, c'est très important. C'est une opportunité pour la victime. Elle n'est pas obligée d'arriver à la justice restaurative. C'est une opportunité. Et là, les dialogues, c'est la clé. C'est au cœur du processus. C'est comme ça que les victimes, en coopération avec son délinquant, son agresseur, vont construire ce qui t'est passé, les expériences. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle va obtenir des réponses à ces questions. Elle va pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'elle a ressenti. Bien sûr, le principal but, c'est la réparation de la victime, mais aussi, c'est très important, de la responsabilisation de l'agresseur. Mais dans ce processus, il faut être très attentif par rapport à la situation d'asymétrie. Il faut avoir un dialogue libre, entre égaux, pour éviter ces situations d'injustice. Comme je viens de le dire, il y a aussi dans le système, dans la justice restaurative des problèmes, peut-être des manques de crédibilité. On peut penser, on l'a dit bien ici, bon, il y a peut-être d'autres motivations pour arriver à la justice restaurative, bien sûr. Et là, c'est clé, tel que l'a dit José Luis, que les facilitateurs aient un rôle fondamental de préparation des parties, de préparation des scénarios, de préparation avec du dialogue. Il peut là évaluer s'il existe une asymétrie et les facilitateurs peuvent bien sûr renforcer la victime, ses capacités. Alors, c'est très important
qu'ils peuvent parler, bien sûr, séparément avec la victime et son agresseur, et pour évaluer quel est, ne pas seulement si le cas est susceptible de se mener dans la justice restaurative, mais aussi quelle est la modalité les plus adéquates pour les processus concrets. Et c'est là que je vais... José Luis, il a expliqué très bien, à partir du mois d'octobre 2022, la médiation est interdite pour les cas de violences sexuelles, mais on a la possibilité d'autres modalités plus inclusives, pas seulement des victimes et son agresseur, mais aussi d'autres personnes proches pour appuyer, pour éviter ces situations asymétriques. Alors, bien qu'en Espagne, l'interdiction est dirigée à la médiation, on a aussi d'autres expériences, comme les conférences, et bien sûr, ou les rencontres, telles que pour le terrorisme. Et là, on peut aussi avoir des pratiques restauratives avec des victimes ou des agresseurs sous projet. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement mon agresseur, c'est une autre personne qui a commis un délit de ce type. Et c'est là qu'on peut construire avec un dialogue intersubjectif. C'est une interaction communicative très importante entre les victimes et l'agresseur qui vont décider comment on doit répondre, comment on va répondre à ces conflits, à ces délits. Et bon, pour finir, je seulement vais je pense qu'il faut tenir compte du fait que c'est un modèle pas alternatif mais complémentaire. C'est un modèle bien sûr supplémentaire, mais quelquefois unique. On la voit ici, avec le classement sensuel par exemple. Alors je pense qu'en tenir compte du fait que ce n'est pas obligatoire, c'est un processus volontaire, alors ça représente une opportunité pour les victimes de... c'est un peu difficile de... c'est une opportunité pour la victime de raconter ce qu'elle a vécu, d'être écoutée. Et bien sûr, on sait que les procédures pénales classiques peuvent être particulièrement difficiles pour les victimes. On l'a vu ce matin. Je pense que la justice restaurative peut offrir une opportunité, une autre manière de répondre face aux crimes sexuels dans ce cas. Je pense que je vais finir ici. Oui? Oui. Bon, J'ai une minute. Non, ça va. Très bien. Merci. Merci beaucoup Isabelle d'avoir tenu le temps imparti sur une thématique si riche. Sans transition, je laisse la parole à ma collègue pour la version française. Pour la version française, en effet, la version française vue avec le regard d'une équipe, je suis toute seule ici, mais nous sommes légion derrière, légion de chercheuses en sociologie, en sciences politiques, en criminologie aussi, en association avec des associations justement qui portent la justice restaurative en France, ainsi qu'avec une partie de l'institution judiciaire. C'est une enquête qui vient de se clore. Les résultats, je les partage avec vous aujourd'hui alors que le rapport est encore sous embargo. Donc ce sont des miettes que je vous donnerai en faisant en sorte de brouiller un peu les pistes. Et j'ajoute que bien que nous ayons travaillé, mes collègues et moi, avec des associations et notamment avec celles que vous ne verrez que de profil dans le documentaire ce soir, nous avons, nous chercheuses, une posture qui n'est pas une posture de militantisme en faveur de la justice restaurative. J'y suis même entrée moi avec un regard critique, mais j'ai regardé et j'ai vu des choses surprenantes, mais je fais en sorte d'être toujours en toute chose habitée par le doute. Alors,
Nous avons un code. Cette enquête est une enquête empirique, c'est une première en France sur la justice restaurative. Nous avons essentiellement réalisé des observations directes des mesures, celles qu'on voit portées à l'écran dans le documentaire de Mariana Bidega, comme dans le film de Jeanne Herry. Nous les avons vues en direct. Nous avons aussi réalisé quantité d'entretiens avec des participants aussi bien qu'avec des professionnels. Nous avons réalisé en outre des entretiens collectifs avec des détenus, ex-détenus ou victimes qui avaient fait ou non l'expérience de la justice restaurative, ceci dans 5 villes ou lieux de France, dans des contextes sociaux et politiques très différents. Alors je ne vais pas vous rappeler ce qu'est la justice restaurative. José Luis de Cuesta l'a dit d'une manière qui me convient très bien: réparation pour les victimes, responsabilisation des auteurs et tentative de rétablissement du lien social, c'est-à-dire un principe de dialogue. Je vais juste évoquer ce qu'il en est en France, du caractère alternatif ou complémentaire de la justice pénale. La justice restaurative a été pensée par ces théoriciens comme une alternative, comme une forme de révolution et de contestation très forte de la justice pénale. Elle est en France pratiquée de manière complémentaire à la justice pénale. Alors, entendez bien la nuance, complémentaire, ça veut dire sous le contrôle de l'égalité du magistrat, sans le magistrat, avec d'ailleurs un lien, une connexion assez forte avec les procédures pénales. Les animateurs de justice restaurative ne crachent pas toujours sur le pénal et parfois incitent les victimes, notamment de violences sexuelles ou de violences conjugales, à porter plainte. Donc contrôle et lien ponctuel, et néanmoins autonomie, c'est-à-dire que les magistrats n'en sont pas et les procédures, les dispositifs sont délégués à des associations d'aide aux victimes, mais aussi à des professionnels de services judiciaires, essentiellement des SPIP, des gens des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou des éducateurs de la PJJ pour ce qui est. Premier constat. Je m'amuse. Premier constat, alors ça on peut passer. Premier constat, la justice restaurative en France a toute une politique publique soutenue très fort par le ministre de la Justice, coordonnée à l'échelle du ministère de la Justice, et néanmoins, ça n'est pas tout à fait une politique publique. Alors je ne vais pas insister sur ce qu'est notre première conclusion. C'est un droit, depuis 2014, c'est un droit dont la portée pour les violences sexuelles a été rappelée par un décret de 2021, et je reviendrai sur cette ambiguïté fondamentale, on est un peu plus clair en Espagne, je crois. C'est un droit, c'est une politique qu'on soutient, et je voulais juste citer M. Dupond-Moretti, qui dit qu'on n'a pas le droit d'imposer la justice restaurative à toutes les victimes, parce que certaines personnes n'ont aucune envie d'être mises en présence de l'artisan de leur malheur, mais, dit-il, chaque fois qu'elle l'est, les résultats sont incroyables. Donc soutien très fort, la mesure a été d'abord portée par la ministre Taubira, mais est encore portée fortement par Éric Dupond-Moretti. A priori, on est dans une politique très volontariste, et pourtant ça n'est pas le cas. La justice restaurative est déployée à minima en France, et je donnerai quelques chiffres ensuite, pour des raisons budgétaires. C'est un peu plus d'1% de l'aide aux victimes, dans une loi qui par ailleurs réaffirme son soutien très fort aux pénitentiaires et au pénal. Et d'autre part, pour des raisons qui sont intéressantes pour les violences sexuelles, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un décret de 2021 qui est incitatif pour les victimes, y compris mineures, de violences sexuelles, mais on ne peut pas l'imposer aux victimes, il le dit. On a une convention, la Convention d'Istanbul, qui par ailleurs fixe un cadre très strict pour cela, et par ailleurs on a une crainte qui est partagée par le rapport de la Civise, crainte de l'emprise, c'est-à-dire comment peut-on mettre une victime de violences sexuelles ou de violences conjugales face à son agresseur ou face à d'autres agresseurs, il y a 2 types de mesures, j'y reviendrai, alors même que ces victimes peuvent être sous l'emprise de leur agresseur. Donc il y a une vraie question, une vraie ambiguïté de ce point de vue-là. C'est donc une politique publique qu'on adore, mais qu'on délègue bien volontiers à ceux qui vont s'épuiser sur leur terrain respectif. C'est CEPIP et éducateurs de la PJJ, ou ces psychologues ou juristes des associations d'aide aux victimes, qui souvent le font en plus de leur temps de travail. Donc, politique publique, oui, mais à minima. Ding. À ce stade, je fais une petite pause et je veux insérer un petit propos réactif pour reprendre le fil directeur qui a été tissé par certains intervenants et intervenantes sur la définition des violences sexuelles. Je veux préciser que violences sexuelles, pour moi, et à partir des résultats de cette enquête, sont moins sexuelles que violences entre proches,
C'est-à-dire que j'y inclus des violences conjugales qui n'ont pas été sexualisées, au sens où, ici, je veux insister, comme d'autres avant moi, sur le fait que ce sont des rapports de domination entre proches. C'est ça qui m'intéresse, et c'est notamment en regard de cette question de l'emprise de l'agresseur, ce qui me semble être intéressant ici. En tout cas, cela permet de définir un enjeu pour la justice restaurative. La justice restaurative, ou la justice pénale d'ailleurs, face à ces violences ordinaires, sexualisées souvent entre proches, qui montrent à l'œuvre des rapports de genre, des rapports de domination, cette justice, elle doit instaurer l'égalité dont vous avez parlé, c'est-à-dire installer la victime dans une position non dominée, et c'est un sacré travail, et retirer à l'agresseur son excès de pouvoir. Donc c'est, à mon sens, et c'est pour ça que je m'arrêtais sur cette définition un peu désexualisée, c'est l'enjeu de ces mesures de justice. Comment on prend du pouvoir à l'autre, comment on le prive de manière structurelle et pérenne de son pouvoir, comment on le rend à la femme, souvent, qui est victime de ces violences conjugales ou sexuelles. J'en arrive J'en arrive aux effets de la justice restaurative, des mesures de justice restaurative sur leurs bénéficiaires. D'abord, un petit panorama général pour rappeler que cette justice restaurative est jouée par Éric Dupond-Moretti. N'a eu jusqu'alors, depuis 2014, qu'un très petit nombre de bénéficiaires. Vous avez là un chiffre, 1000 participants, auteurs et victimes qui ont bénéficié, alors les statistiques sont ce qu'elles sont, mais qui ont bénéficié de la justice restaurative depuis ses débuts, avec absolument pas d'informations, en tout cas officielles, alors qu'il y a une coordination ministérielle sur leurs caractéristiques. Autre aspect de ce panorama général, les médiations restauratives, c'est-à-dire les rencontres directes. L'agresseur rencontre sa victime, la victime rencontre son agresseur, sont dominantes, c'est 93% des mesures. Les rencontres collectives entre agresseurs et victimes ne se connaissant pas mais ayant en commun un type d'infraction, je rappelle que la justice restaurative concerne tous les types d'infractions, sont elles plutôt en déclin. Alors les médiations restauratives, elles sont dominantes, mais attention, et ça renvoie à la question de l'emprise que j'évoquais tout à l'heure, qui dit médiation restaurative ne dit pas médiation qui débouche sur une rencontre physique. Ce qui compte dans la justice restaurative, c'est l'une de nos conclusions, c'est la préparation. C'est-à-dire la possibilité donnée à la victime et à l'agresseur de revenir sur les actes, d'en cerner notamment par la remise de lettres ou par les propos que vont tenir les animateurs qui longtemps vont être leur seul élément commun, de saisir ce qui se joue, les conséquences pour l'autre ou les motivations de l'autre. Donc toutes les médiations, et même, je vais être plus robuste, les médiations restauratives débouchent assez peu sur des rencontres physiques. Autre dernier élément de ce panorama général, les bénéficiaires des mesures de justice restaurative ont des caractéristiques spécifiques. Alors là, je vais faire ma sociologue et je vais rappeler qu'on a des caractéristiques sociales et qu'on n'est jamais rien sans caractéristiques sociales. Pour l'enquête, d'accord, pour l'enquête, il faut à la fois faire la magicienne et parler là et regarder là. Pour l'enquête que nous avons menée, nos victimes, pardonnez cette possession, étaient à 80% des femmes, les auteurs étaient à 100% des hommes. Donc je vais essayer avec ça quand même. Vous m'entendez ? Pas du tout. Il y a une personne qui ne m'entend pas du tout. Donc je vais me saisir de cette affaire-là. Donc des femmes qui ont des caractéristiques sociales particulières, en tout cas dans notre échantillon, pardonnez ce terme absurde et barbare. Les femmes étaient très disparates socialement, c'est-à-dire qu'on avait à la fois beaucoup d'allocataires sociaux et beaucoup de professions intermédiaires, et face à elles, des hommes qui étaient plus jeunes, de manière générale, et appartenaient aux catégories socio-professionnelles plus défavorisées par rapport à elles, c'est-à-dire les caractéristiques, et Johanna pourrait le dire comme moi, les caractéristiques usuelles chez les détenus. Donc on a quand même des caractéristiques sociales particulières, et puis surtout, une caractéristique commune pour les victimes comme pour les auteurs, c'est un très fort isolement social. Et là, je peux faire ding. Voilà, très fort isolement social, et très commun encore aux auteurs comme aux victimes. Auteurs, c'est le terme qu'utilisent les praticiens de la justice restaurative. Leur expérience éprouvante de la justice pénale. Qu'ils aient pu ou pas aller jusqu'au terme d'une procédure pénale, ils en ont en règle générale de très mauvais souvenirs. Ding encore. Autre caractéristique, et là on se rapproche de l'objet qui nous occupe aujourd'hui, la justice restaurative s'intéresse à tous les types d'infractions et pourtant les violences sexuelles et les violences conjugales, dans ma définition, sont très fortement représentées
dans la demande des auteurs comme demande des victimes. Dans notre enquête, c'est 73% de nos enquêtés qui sont touchés par des violences sexuelles et des violences conjugales, par ces violences sexuelles donc. Dans les moyennes qui sont compilées par les différents acteurs et notamment les services du ministère de la Justice, c'est toujours au moins 50% en moyenne. Donc, entendez-moi bien, la justice restaurative intéresse vivement, a priori, ceux qui ont subi ces violences sexuelles ou ceux qui les ont commises. Et plus généralement, la justice restaurative intéresse fortement des gens qui ont connu des crimes graves. Quels effets on constate ? De manière générale, et je ne vais pas entrer dans la nuance, mais je le ferai pour les violences sexuelles, le premier constat qu'on fait, c'est que pour les victimes comme pour les auteurs, ce que la justice restaurative apporte après une expérience désastreuse de la justice pénale, c'est une reconnexion avec, sinon l'institution judiciaire, en tout cas avec l'État, c'est-à-dire le sentiment d'être enfin accompagné avec bienveillance par des praticiens qui souvent incarnent les institutions judiciaires, plus souvent en heures supplémentaires qu'au titre de leur service, mais qui y mettent tout ce qu'ils y ont. Donc un accompagnement de très grande qualité, psychologique comme humain et même comme guichet social, puisque ce qu'on a observé, nous, dans les mesures quelles qu'elles soient, c'est que les praticiens, les animateurs de la justice restaurative sont là aussi pour dire le signalement est possible, le téléphone grave danger, ça existe, bref, pour rendre, pour repeupler l'univers de l'expérience pénale, pour rendre des repères et pour aussi réinsérer socialement, en tout cas pour réinsérer socialement en regard de l'État. Autre effet commun pour les auteurs comme pour les victimes, une reconnaissance, un sentiment de reconnaissance et un très fort sentiment de revalorisation de soi, du fait de cet accompagnement et aussi du fait de l'entrée, je vous ai rappelé les caractéristiques sociales notamment des détenus, du fait de l'entrée dans un autre univers social avec d'autres références. Et puis enfin, mais là je vais me contenter de la question et je la reprendrai tout à l'heure, peut-être une forme de responsabilisation des auteurs en soulignant que les auteurs dont nous avons constaté l'intérêt et l'entrée active dans ces dispositifs sont des auteurs d'un type particulier, notamment en regard des caractéristiques sociales des détenus. Ils sont très peu fous. Alors vous savez que nos prisons sont peuplées de fous, je ne peux pas insister. Et surtout, ils ont une vraie disposition à la parole, c'est-à-dire une vraie disposition à la réflexion sur soi. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils arrivent jusqu'à l'entrée dans les dispositifs de justice restaurative. Ce qui est donc, vous entendez la sociologue, une manière de dire que ça ne marcherait sans doute pas pour tout le monde, ces expériences. Donc, il y a un effet positif a priori, en tout cas les enquêtés nous en parlent, qui fait du bien aux victimes comme aux auteurs. Qu'est-ce qu'il en est pour les violences sexuelles telles que je les ai définies? Et je vais m'arrêter là, donc je suis presque à la fin, mais une fin un peu longue. Qu'est-ce qu'il en est pour les victimes? Je voudrais juste partager avec vous une question. On sait que les victimes, et celles que nous avons rencontrées notamment, n'ont pas toujours les demandes que nous voudrions qu'elles aient. Au sens où, et ça a été dit par Maître Durieux ce matin, nous voulons des victimes de violences sexuelles qui déposent plainte. Je veux, moi, clairement, des victimes de violences sexuelles qui déposent plainte. Je les accompagne s'il le faut. Et néanmoins, ce que je constate sur ces terrains, et ce que d'autres ont constaté sur d'autres terrains, c'est que ces victimes ne veulent pas toujours du pénal. Elles ne veulent pas toujours le guichet de l'État, elles n'ont pas toujours envie d'être dans cette expérience du récit réitéré. Et je voudrais à partir de là poser une question. À partir de mon expérience de chercheuse, j'ai travaillé sur la justice transitionnelle, que j'ai en commun avec l'IFJT. J'ai travaillé aussi avec Denis Salas sur les procès du terrorisme. Et ce que je constate, c'est que nous avons toujours, nous, chercheurs, magistrats, juristes ou associatifs, des idées très arrêtées sur ce que doivent vouloir les victimes. Du côté des commissions de vérité et de réconciliation, on les veut surtout pas en colère. On les veut douces, on les veut pleurantes, on les veut complètement habitées par le deuil de leur famille. Du côté du terrorisme, on veut aussi qu'elles exposent leur traumatisme, qu'elles racontent leur souffrance. Il faudrait éviter de dénoncer François Hollande ou de dénoncer le maire de Nice. On veut qu'elles écartent leur colère. Eh bien ici, en matière de violence sexuelle, nous tous, je pense, nous les voulons en colère. Cette comparaison-là, ici je ne veux pas voir la colère, là je veux voir la colère et je ne veux voir que la colère, m'amène à m'interroger sur les limites de nos arrogances. Qui sommes-nous pour décider ce que doivent vouloir les victimes? Qui sommes-nous pour, à partir du recueil de leurs témoignages, et le magnifique boulot de la Civis doit être souligné de ce point de vue-là, qui sommes-nous pour dire, eh bien, elles ont beau vouloir pardonner,
leur catholicisme m'agace, je n'en veux pas. Elles veulent garder des contacts avec l'agresseur, je n'en veux pas. Voilà, c'est juste une question que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce qu'on fait de ces attentes des victimes, qui ne sont pas les attentes que nous voudrions qu'elles aient vis-à-vis du pénal, ou l'expression de la colère? Je m'interroge moi-même sur mes propres attentes en faisant cela. Ce que je viens de dire là fait écho, par ailleurs, aux travaux des féministes sur alors les travaux de Ricordo, qui sont des travaux abolitionnistes, mais aussi les travaux des meilleurs spécialistes des violences sexuelles à mes yeux, c'est Hugo Aziou ou Dorothée Ducy, qui elles-mêmes disent qu'au fond, la justice pénale ne peut pas être une réponse totale et entière. Voilà, j'ai juste voulu partager la question, vous vous en débrouillerez. J'en finis avec cette question deuxième de la responsabilisation des auteurs. Alors, il y a des effets de reconnaissance, une entrée dans la réflexion, une forme de responsabilisation. Les plus réflexifs d'entre eux, je l'ai souligné, mais c'est peut-être un petit peu ambivalent, et je vous renvoie aux travaux d'Éric Massé et de quelques autres sociologues qui soulignent que les violences sexuelles ont toujours à voir avec quelque chose qui articule une logique de masculinité et une logique de précarité, c'est-à-dire une frustration et une volonté de réaffirmer sa puissance. Mes enquêtés auteurs se sentent valorisés. Qu'est-ce que ça vient toucher chez eux? Je ne saurais pas le dire. Est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne pourrais pas le dire. Mais je vais vous raconter deux anecdotes qui vont être évidemment fictives. Je refuse que vous y voyez des terrains effectifs, en tout cas pour le moment. Je vais vous raconter deux anecdotes qui vont souligner, toujours pour entretenir le doute, les limites peut-être de cet exercice en matière de capacité à réformer durablement les comportements des auteurs. Alors on l'a dit ce matin, la récidive est rare, mais l'adhésion aux normes de genre les plus patriarcales est peut-être, elle, plus fermement entretenue. Anecdote, vous n'aurez qu'à dire que je l'ai inventée, nous sommes dans une rencontre de condamnés victimes sur des violences sexuelles, et ce qu'on constate ici, mais pas forcément ailleurs, c'est une forme de dynamique de groupe très affective, très pleine d'émotions entre les victimes et les auteurs. Ils finissent par former une bande de potes, ce ne sont pas mes mots, mais leurs mots, avec presque une inversion du rapport, au sens où c'est la victime qui finit, je vais chercher l'anecdote la plus repoussante pour vous embêter, c'est la victime qui finit par donner des conseils à l'auteur de violence pour que cet auteur évite les tracas infligés par son épouse, son ex-compagne. Entendez-moi bien. La victime finit par entrer dans un rapport de maternage face à un auteur qu'elle conseille. Dynamique de groupe qui n'interroge en rien les normes de genre, dynamique du groupe qui laisse en l'état ces rapports de domination, dynamique de groupe qui, plutôt que de prendre du pouvoir là et d'en rendre là, a tendance à reproduire une forme de care, de maternage de la victime vis-à-vis de l'auteur. C'est une anecdote, c'est-à-dire que c'est un résultat possible. Ça ne veut pas dire que tous les dispositifs de justice restaurative font cela, mais c'est en tout cas une anecdote qui devrait nous amener à réfléchir sur ce dont doivent être nourris ces dispositifs de justice, qu'elles soient restauratives ou pénales, c'est-à-dire quel type de réflexion elles doivent permettre d'engager sur les normes sociales, quel type de présence de la société dans les mesures de justice restaurative en France. La communauté qui devrait théoriquement être là l'est assez peu, l'environnement, les proches sont assez peu impliqués dans ces mesures. Comment on fait pour que les mesures de justice restaurative non seulement réhumanisent l'auteur, permettent une réaffirmation du pouvoir de la victime, mais les amènent les uns et les autres à s'interroger sur leurs normes de référence, sur une forme de justice épistémique plus générale. Voilà, doute à tous les étages. Merci. Timing remarquablement bien tenu, avec cette troisième intervention extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rester dans la temporalité espagnole et d'ouvrir au moins un quart d'heure d'échange qui était prévu à la fin de la journée. Mais là, sur les deux premières tables rondes, il y a sans doute déjà des questions. Mais laissez la parole à la salle. Et pour vos questions, sur la première table ronde, puisque les intervenants, à part Maître Durieux, sont toujours là, et la seconde table ronde de la matinée. Le temps que le micro monte jusqu'à notre étudiante de master, je vais
Je vais moi poser une question en lien avec les deux interventions. Isabelle, pourquoi l'Espagne s'est-elle positionnée? Le professeur de la Costa est revenu parmi nous. Welcome back. Et toutes nos excuses pour on a dû reconnecter le rythme dans la salle, à défaut de pouvoir le reconnecter en dehors. Ma question, pourquoi l'Espagne a expressément exclu les violences sexuelles? Quelles sont les raisons principales qui ont été invoquées? Bon, on a eu une nouvelle loi par rapport de... Bon, c'est une loi très large. Il y a une discussion très grande par rapport à la réforme du code pénal, mais c'est une loi qui tient en compte aussi des mesures très importantes de protection des victimes des violences sexuelles, bien sûr au moment de la procédure, mais dans d'autres moments d'accompagnement, des services et tout ça. Mais cette loi, je pense, qu'a suivi un peu le chemin des lois par rapport à la violence envers les femmes. Alors, il considère qu'il y a une situation de vulnérabilité pour la victime, une situation asymétrique de domination. Alors, la médiation peut représenter une revictimisation. Et c'est ça, la base, les fondements de cette interdiction. Mais bon, je pense que c'est très conscient de ne pas interdire, par exemple, d'autres modalités plus inclusives. Parce que alors, on pense que là, la victime va être accompagnée, alors la symétrie ou cette situation de domination, ce n'est pas un problème dans ces cas. Mais moi, je suis très critique avec cette interdiction, bien sûr, parce qu'on doit penser que les victimes, chacun, c'est différent, c'est vécu, son expérience, mais bien sûr aussi pour les agresseurs, ils sont différents. Mais aussi les violences sont très différentes. Quelquefois, il y a des agressions, en plus de les délits sexuels, mais d'autres fois, ce sont des abus, sans aucune violence. Il y a des fois que les victimes connaissent son agresseur, il y a une relation intérieure et tout ça. Alors, je pense qu'on c'est d'éviter une opportunité pour la victime, si on interdit pour toutes les victimes. Alors, je pense qu'on doit laisser choisir la victime si elle veut une mesure de ce caractère, comme la justice restaurative, comme la médiation. Alors, ce n'est pas un processus obligatoire. Bien sûr, ce n'est pas une panacée. Toutes les victimes ou tous les délinquants ne peuvent pas arriver jusqu'à la justice restaurative. Aussi, il faut dire qu'il y a, c'est limité peut-être, il y a des dommages irréparables, bien sûr, mais bon, je pense que c'est une autre sorte de répondre, c'est un mécanisme, un dispositif pour répondre à ce que la victime n'arrive à obtenir du système de justice pénale traditionnel. Alors, je pense qu'on doit laisser choisir la victime. Ça, c'est la position. Bonjour, je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions. Du coup, j'ai une question pour Monsieur Denis Salas. Vous avez expliqué tout à l'heure, qu'il y avait souvent une collision du coup, entre l'attente des victimes et le véritable récit judiciaire. Une hypothèse qui avait été proposée par la doctrine, c'était le fait de retirer en fait tout simplement la victime du processus pénal, comme dans les systèmes de common law, et du coup laisser la victime qui a un simple rôle de témoin. Et du coup, cela laisserait à la victime les mécanismes civils et aussi la justice restaurative pour reconnaître son statut de victime. Du coup, je voulais savoir, que pensez-vous de la suppression de la victime dans les prétoires pénitentiaires? Vous avez raison, il y a... Vous avez raison, dans les pays de common law, effectivement, la victime n'est qu'un témoin dans la procédure pénale, pas seulement, c'est quelque chose d'assez généralisé, mais j'ai évoqué tout à l'heure la participation de la victime, la partie civile
dans le champ pénal comme une sorte, dans notre tradition française, comme une porte d'entrée presque par effraction dans le champ pénal, et qui lui permet effectivement de bousculer très sérieusement la narration pénale, telle que je l'évoquais tout à l'heure. Maintenant, dans les pays de common law, par contre, et notamment dans les tribunaux internationaux, bien que la victime ne soit que témoin, elle a un rôle extrêmement important. Moi, je suis tout à fait frappé de voir que, par exemple, dans le tribunal d'Arusha, travailler l'arrêt Akayesu sur le Rwanda, quelqu'un évoquait ce matin l'interdiction pour la défense de formuler des remarques intrusives vis-à-vis de la victime. C'est quelque chose qui vient des pays de common law, qui vient du Canada notamment, qui a été introduit par les juridictions pénales internationales. Et c'est très important. On a beaucoup parlé des victimisations secondaires tout à l'heure, et je trouve que là, il y a des moyens de limiter la nocivité d'une rencontre intrusive, notamment par la défense. Vous avez tout à fait bien dit tout à l'heure, la dimension guerrière, c'est très important ça, et très forte dans le schéma pénal. Le mot de défense, par exemple, signe bien de quoi il s'agit. Les armes, l'égalité, même le mot d'égalité des armes dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a une dimension guerrière, évidemment sublimée dans le champ de la parole, mais néanmoins elle est présente. Mais vous mettez la victime là-dedans. Effectivement, la victime, dans ce contexte-là, elle prend des coups, ce qu'on appelle traditionnellement la victimisation. Et je trouve important que dans le champ de common law, bien que la victime n'ait pas de statut, les juges, dans le règlement de procédure, introduisent des protections contre la dimension violente que peut recéler la procédure elle-même. Donc voilà, c'est cet angle-là que je pense qu'il faut nuancer peut-être l'opposition entre les deux. Moi, je trouve que la victime, dans notre système à nous, nous, on a suivi avec Sandrine les procès du terrorisme. Elles ont vraiment un rôle elles ont vraiment fracturé complètement le système de l'intérieur, et elles ont réussi à imposer une scénographie du procès qui n'était pas forcément prévue par le système étatique initial, si vous voulez. Donc voilà, on est vraiment dans une phase de transition, vraiment aujourd'hui, et je pense que la figure de la victime et tous ceux qui effectivement travaillent autour d'elle, y compris les mouvements militants, jouent un rôle très important dans la reconfiguration du système pénal sous des angles qu'on ne peut pas encore imaginer aujourd'hui, mais que votre génération aura à imaginer, à inventer, à accompagner dans l'avenir. Bonjour, merci à tous évidemment de vos interventions. Madame Berman, est-ce que, comment la population espagnole, si elle a répondu au passage de cette loi, a réagi? Parce que c'est vrai qu'on peut considérer que la justice est assez restrictive dans ce qu'elle considère capables les victimes. Bon, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a maintenant un mouvement très fort en Espagne pour appuyer, par exemple, tous les cas des victimes des violences sexuelles. C'est là qui a mené à approuver cette nouvelle loi. Mais par rapport, par exemple, à la justice restaurative, je pense qu'encore en Espagne, il reste très inconnu. Alors, bien sûr qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui essaye de faire arriver à tout le monde ces possibilités. Mais je pense que c'est très, par exemple, et quand on a approuvé la loi le statut de la victime en 2015, alors ça a reconnu comme droit l'accès aux services de justice restaurative. Mais en même temps qu'à approuvé cette loi de le statut de la victime, on a réformé les codes pénals, on a réformé aussi la loi de protection administrative, de protection de la sécurité citoyenne. Alors c'est là où est centré tous les débats. Dans la réforme du code pénal, dans la réforme administrative. Aussi, il y a eu une réforme du code de la procédure en novembre de cette même année, 2015, mais pour la loi de le statut de la victime, aucun reflet dans les moyens de communication, les mass médias. Alors, je pense que ça, c'est un problème.
Je pense que c'est tentatif, ça, je n'ai aucune donnée, mais je pense que si on fera maintenant une enquête parmi la population par rapport à la justice restaurative, je pense que beaucoup de gens ne sauront ce que c'est, ou qui pensent que ça signifie l'impunité de l'infracteur, ou c'est une réponse trop douce, par exemple, parce qu'en même temps, on voit que le punitivisme est très important maintenant. Chaque fois qu'il y a un délit, par exemple, de viol, il y a des mobilisations sociales très fortes en demandant plus de peine, élargir la réponse pénale et tout ça. Je pense que ça, c'est un problème de communication très fort et il faut travailler tout ça. Si je peux ajouter quelque chose? Non, parce que c'est tout à fait vrai ce que ma collègue dit, mais je pense que même en Espagne, il y a encore, c'est plus grave. Parce qu'en principe, justice restaurative, pour la plupart des gens, ne dit pas beaucoup. Et alors, l'identification est totale avec la médiation. Mais même la médiation, elle n'est pas bien comprise, bien comprise, parce qu'on identifie la médiation avec une forme négociée de justice. Alors, les gens pensent que quand ils vont à la médiation, ils vont négocier la justice et pas travailler comme, en principe, en médiation pénale, on devrait le faire avec accompagnement, avec essayant, oui, de trouver des solutions. Et là, dans le résultat de la médiation peut être aussi, d'une certaine façon, punitif. Ce n'est pas exclu que même les victimaires acceptent qu'il doit recevoir une réponse punitive en raison de ce qu'il a fait. Alors il y a un manque de compréhension de ce qu'il est. Alors quand en 2004 on a interdit la médiation au sein des tribunaux de violence des femmes, ce n'était pas dans le projet. Ça a été une demande du mouvement féministe et on n'a pas eu vraiment un débat. Parce que bon, on ne pouvait pas dire non à la demande du mouvement féministe qui, d'une façon ou autre, allait voir dans la loi une réponse à ce qui était les inquiétudes. Alors, c'est vrai ce que ma collègue dit que médiation, ce n'est pas justice restaurative, mais pour la plupart des gens, l'interdiction de la médiation, ça veut dire tout court, interdiction de toute justice restaurative. Et il faut parler beaucoup, il faut expliquer beaucoup pour faire comprendre aux gens qu'en dehors de la médiation, on peut avoir d'autres mécanismes restauratifs qui peuvent être importants. Et on doit parler beaucoup, expliquer beaucoup, pour dire comment est-ce que d'entrée, on assimile une pluralité de situations tellement différentes qui peut se produire tant en ce qui concerne la violence contre les femmes comme dans le cas des violences sexuelles, et pour tous ces univers d'infractions dans lesquels il y a des cas tellement différents, tout court, on dit que ce n'est plus possible la médiation de la justice restaurative. Mais attention, c'est possible la justice rapide. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire la médiation, mais on peut demander à la femme qui est là, au commissariat, 2 heures, 3 heures, 5 heures après être agressée, et quand elle est en train de déposer la plainte, de se prononcer, de prendre des décisions sur une quantité de faits qui relèvent sur ce que la justice pénale va faire. Et là, il n'y a pas de préoccupation. C'est une contradiction absolue. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, professeur Della Cuesta, pour cette réponse. Alors, moi, j'adorerais continuer. C'est-à-dire que le débat est très intéressant. J'ai encore plein de questions, mais je crois qu'il est peut-être l'heure. Alors, je laisse peut-être la parole à une dernière question. Il y avait une question sur le chat. Ouais, sur le chat. Ouais. Ah, je ne l'avais pas vu. Bon, bah alors, je ne vous laisse pas la parole. Oui, alors on a une personne sur le chat qui nous demande « Merci de vos interventions respectives. Je voudrais vous interroger, Madame Lefranc, notamment au niveau de la pertinence de la justice restaurative. La justice restaurative permet-elle, selon vos observations, une opportunité de réparation de la victime, mais pour autant est-elle un réel apport pour la société française, encore largement représentée par des dominations du genre masculin? Merci de votre réponse. Très bonne question, à mon sens. Parce que c'est là qu'est le problème, c'est-à-dire la modification des normes. Alors je vais essayer de faire une réponse claire. Pour moi, la justice restaurative, elle a ceci d'intéressant qu'elle permet de rappeler qu'on peut avoir des attentes variées, qu'on soit victime ou qu'on soit auteur. Donc elle rouvre le débat sur la forme adéquate de justice. Donc en ce sens, j'essaye vraiment de faire nuancer. En ce sens, oui, il me semble que cela fait avancer la réflexion. Maintenant, si je regarde ce que sont les dispositifs, la part de travail sur ces normes de genre, sur ces asymétries de genre, est encore assez peu présente parce que ces mesures hésitent encore, mais hésitent encore faute de ressources, faute d'appui de l'État de manière très claire, hésitent encore entre une forme d'accompagnement un peu thérapeutique et un travail de réflexion sur ces normes. Ceci dit, pour avoir vu beaucoup de confrontations ou d'échanges victime-auteur, c'est quand même là qu'on avance le plus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un auteur en prison et même l'envoyer vers des stages de citoyenneté. Je pense aux stages de citoyenneté, qui sont l'un des lieux importants qui amènent les auteurs à se confronter à leurs faits. Les stages de citoyenneté ont eux aussi des effets pour le moins ambivalents. Donc être face à sa victime, c'est un moyen assez efficace de s'interroger sur ces normes avec des effets qui peuvent être très limités, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dès lors que la société ne suit pas.